Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette chronique du monde après. Alors comme ça, la France, le pays des droits de l'homme, le pays des lumières, le pays des libertés, impose le port du masque dans les lieux clos. C'est une tragédie, une réelle tragédie. Une tragédie pour la démocratie, une tragédie pour la société. Alors pour la démocratie tout d'abord, le port du masque signifie la fin de la vie politique. Puis il faut bien comprendre que la vie politique a besoin de la confiance. La confiance entre des individus qui ne se connaissent pas et qui s'organisent pour militer pour une cause ou pour le triomphe d'une idée, voire d'un chef. Or, le masque, qu'est-ce qu'il fait? Il cache l'expression faciale. Une personne qui vous cache son expression faciale, une personne à laquelle vous ne pouvez pas faire confiance, parce que vous ne savez pas ce qu'elle pense. Le visage étant le siège des émotions, disons le lieu où les émotions se cristallisent, où vous avez un accès, ne serait-ce qu'indirect, à l'état émotionnel de la personne, son caractère. Comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui vous cache son visage? Vous ne lui faites pas confiance. Vous avez avec lui une interaction minimale. C'est l'achat d'un McDo, c'est le passage en caisse, c'est obéir à un ordre, mais c'est surtout pas le niveau de collaboration que nécessite l'action politique. Enfin quand même, l'action politique c'est la prise de risque en commun. Ça peut coûter cher dans certains pays. En tout cas c'est une prise de risque si vous allez surtout contre les vents dominants, si vous naviguez contre courant. Donc le masque ruine la confiance, qui ruine la collaboration et donc qui ruine l'action politique. Si j'étais un régime, autoritaire ou pas, parce que tous les régimes à la limite, ils partagent le même vœu, le même souhait qui est celui de maintenir le statu quo. Le statu quo où ils sont au sommet de la pyramide. Donc si j'étais un dirigeant politique, eh bien, je serais ravi de ce port du masque obligatoire et je le verrais comme une bénédiction du ciel. Je veux dire, ça me rend ma tâche beaucoup plus facile. Et ça rend celle de mes opposants politiques, légaux, extrêmement compliquée. Voilà. Du côté de la société, le port du masque est tout aussi tragique, je vais dire, parce que comme le masque, il éradique la confiance entre les personnes, il éradique aussi l'empathie. Comment voulez-vous vous mettre à la place de quelqu'un dont les émotions vous sont interdites, dont la lecture des émotions vous est interdite? Alors à ce moment-là, l'empathie se résume à ceux que vous connaissez déjà, ceux qui ont votre sang, votre famille, votre tribu, éventuellement vos collègues de bureau, et encore. C'est une régression, je veux dire, on a rêvé de mieux en termes d'évolution de l'espèce humaine. Le masque, en cachant le visage, il vous coupe du langage émotionnel qui est largement subliminal et inconscient, et vous devenez donc des êtres vivants incapables d'empathie, ou à l'empathie extrêmement réduite. Eh bien, c'est pas avec une société, enfin, c'est pas avec des êtres coupés de l'empathie qu'on fait une société. Je veux dire, la société se nourrit de l'empathie. La société, si vous voulez, si vous voulez bien accepter cette métaphore, la société est comme une forêt qui fait une photosynthèse à base d'empathie. L'oxygène de la société, c'est l'empathie. Le masque aussi, il coupe le lien social, un autre ingrédient de base de la société. Puisque le lien social, c'est comme les racines qui unissent les arbres de manière souterraine et qui font que les arbres communiquent entre eux et qu'ils s'entraident. Qu'est-ce que le masque? C'est un énorme écriteau où vous dites « je ne suis pas disponible ». Je ne suis pas disponible, c'est ça le masque. Parce que vous avez votre bouche qui est couverte. Symboliquement, c'est votre langue qui est coupée. Donc quelqu'un qui n'est pas disponible, il n'est pas disponible pour le dialogue, il n'est pas disponible pour l'échange, il n'est pas disponible pour le lien social. Je vous rappelle que la distanciation sociale est une politique publique en France et on vous dit séparer la mère de son enfant de 1,5 m ou 2 mètres. Vous vous rendez compte? Il n'existe pas de société avec la distanciation sociale, ça n'existe pas. Le masque étant la distanciation sociale portée à son apogée, c'est l'apothéose de la coupure du lien social. Eh bien, je m'excuse, sans empathie, sans lien social, il n'y a pas de société. Il y a au mieux la horde, la meute, qui sait. Voilà, donc tous les régimes autoritaires du monde, ou toutes les idéologies, vraiment, toutes les pensées autoritaires, toutes les pensées d'oppression, de tyrannie, ont toujours rêvé de prendre le contrôle du corps des hommes et des femmes, surtout des femmes. Vous voyez dans quelle direction je regarde, prendre le contrôle de la femme, de son utérus, de ses cheveux, lui couper les cheveux, lui couvrir les cheveux, le visage, la tatouer, tout ça. C'est, comme on dit, pour paraphraser mes amis progressistes, ça rappelle les heures sombres de notre histoire. Eh bien, nous aujourd'hui, nous prenons le contrôle, nous laissons prendre le contrôle des hommes et des femmes. Permettez-moi une boutade, par ces temps hystériques et extrêmement sombres, j'ai envie de dire que les islamistes en ont toujours rêvé, l'OMS l'a réalisé, l'OMS l'a décrété.
Maintenant, hommes et femmes sont voilés. Donc, hommes et femmes sont soumis. Ils ont non seulement délégué leur souveraineté à l'État, ça c'est connu, ça c'est à la limite, c'est bienvenu, surtout vous connaissez mes positions, mais là ils ont délégué même ils ont renoncé à leur identité. Maintenant, quelle est la différence entre les gens? C'est la couleur du masque, le blanc, le noir, le masque avec Batman, le masque avec le logo de Nike ou je sais pas quoi, enfin, ou du FC Barcelone, je veux dire, ça fait pas, c'est pas très riche hein, quand même comme distinction. Alors, comment on nous justifie cet énorme recul, ce déclic civilisationnel? C'est vraiment, on a changé de paradigme, mais on est revenu en arrière, vraiment très en arrière. Comment on nous justifie ça? On nous dit, c'est soit le masque, c'est-à-dire des gestes barrières, soit le confinement. Ah bon? Qui a autorisé, enfin, qui pose l'équation comme ça? Qui a autorisé à réduire l'équation à 2 variables? Il y a d'autres choses que le confinement pour lutter contre le coronavirus, notamment la chloroquine, par exemple. Je vous renvoie au professeur Raoult. Enfin, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2020 pour que nous ayons été rééduqués en quelques heures, en quelques jours, par ce confinement qui a été mondial? Je veux dire, maintenant, les gens ont une peur tellement bleue, une peur tellement forte du confinement qu'ils peuvent accepter tout, sauf revenir au confinement. C'est vraiment, ça rejoint les théories de sciences politiques de David Galula que j'ai étudié auparavant. Il vous dit, il ne le dit pas comme ça, mais prenez mes mots, enfin, là c'est moi qui m'exprime, en me basant sur Galula. Il y a une pyramide de Maslow. Nous étions jusqu'en mars dernier en train de tutoyer les sommets de la pyramide. Nous demandions des droits hallucinants, nous demandions la PMA pour toutes, enfin pas moi, mais vous comprenez, nous demandions le mariage pour tous, nous demandions le droit d'aller sur la Lune et de revenir gratuitement, enfin nous demandions toute une série hallucinante de droits. Et là, avec le confinement, nous avons été ramenés au rez-de-chaussée de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire la liberté d'aller et de venir. Eh bien, quand on vous ramène, ça c'est Galula qui le dit, quand on vous ramène tout en bas de la pyramide de Maslow, eh bien, vous commencez à accepter n'importe quoi pour regrimper d'un étage. Donc là, pour retrouver la liberté d'aller et de venir d'un point A à un point B, nous sommes en train de renoncer à la démocratie, B à la société. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Donc il y a eu une sorte de rééducation incroyable de cette génération qui, il y a juste quelques mois, elle était insupportable d'exigence, qui se croyait la génération de tous les droits, tous les privilèges. Donc j'ai envie de dire à cette génération, je leur dis les gars, quand même calmez-vous. Je veux dire, vous êtes en train de déboulonner les statuts de Gallieni, de Colbert et de Lyautey. Déjà, si vous aviez le 10e de leur dignité, on en reparle. Hein. Vous devriez maintenir le silence, vous qui avez renoncé en un clin d'œil à tous vos droits. Eux au moins, et pourtant ils sont critiquables, Colbert, Gallieni, Lyautey et tant d'autres, eux au moins ils ont vécu la tête haute, pas comme vous. Voilà. Donc on nous dit, vous a dit l'équation hallucinante, le masque ou bien le retour du confinement. Après on nous dit, mais vous ne vous rendez pas compte, le corona tue, c'est soit le masque, soit la mort. Ben, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est la mort n'est pas une nouveauté. Il n'y a jamais eu autant de diplômés du supérieur dans le monde, il n'y a jamais eu autant de porteurs de MBA, il n'y a jamais eu autant de personnes alphabétisées. C'est ça, il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont passées par l'école, qui savent lire et écrire, et pourtant, il me semble-t-il, il n'y a jamais eu autant d'ignorants de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons aussi aveugles par rapport à la mort? C'est-à-dire, le corona ne fait que nous rappeler des choses évidentes, notre finitude. C'est pas parce que le corona est apparu et nous avons fait une crise de nerfs. Je veux dire, tout tue. Vous pouvez sortir de chez vous, vous faire renverser par un bus, ou vous faire mordre par un scorpion, ou le sida tué. Je veux dire, il tue toujours. Dire, la faim tue toujours. 25 000 morts par jour, dont des enfants et des bébés. Donc, la mort ne devrait pas nous faire peur, surtout devant le corona, qui est un virus qui tue peu ou très peu. Est-ce que ça mérite le prix? Est-ce que le prix à payer pour lutter contre la mort est de mourir en tant que citoyen? Je veux dire, renoncer à la démocratie et mourir en tant qu'être humain. Parce que renoncer à la société, c'est renoncer à notre humanité. Moi, je ne veux pas vivre dans une horde, dans une communauté isolée au fin fond d'Amazonie ou de Sibérie. Je veux vivre dans une société, c'est-à-dire un édifice organisé qui témoigne d'une histoire, de traditions qui ont sédimenté d'un art de vivre. Je suis désolé. La question de fond, c'est ça aussi, c'est quel est le prix à payer pour éviter la mort? Je veux dire, moi je pense qu'il
il y a des limites, hein, il faut accepter, enfin, on ne peut pas payer un prix aussi élevé. Ensuite, on réagit devant le corona en nous amputant de nos libertés et en prenant le risque de détruire notre société, en coupant le lien social et l'empathie, comme je l'ai dit, au nom d'un principe de précaution. On dit, voilà, on ne peut pas courir le risque de mourir. Mais pourquoi nous libérons systématiquement les délinquants et les récidivistes? Ils ne tuent pas, eux. Qu'est-ce qui s'est passé à Bayonne récemment? On ne lynche pas en France comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé à Lyon avec le jeune qui a été, dont le crâne a été littéralement défoncé? Qu'est-ce qui se passe en France tous les jours? Qui fait ça? Qui commet ces actes de délinquance? Qui brûle des policiers vivants? Qui tue des gendarmes en France? Ben, ce sont ceux que nous libérons allègrement, par convoi régulier. Nous ouvrons les portes des prisons avec la conscience tranquille, nous sachant très bien que la plupart des gens que nous relâchons au milieu de leur peine, hein, qui n'ont même pas accompli leur peine, ben nous savons très bien qu'ils vont récidiver. Il ne faut pas être Claude Lévi-Strauss ou Tocqueville pour savoir que, pour relire les graphiques de la récidive du ministère de l'Intérieur ou de la Justice française. Alors pourquoi nous nous protégeons comme ça contre le corona qui s'en prend à nos corps et pourquoi nous libérons des êtres dangereux? C'est réel, hein, j'enlève les guillemets, ils sont réellement dangereux pour nos corps. Je veux dire, vous faire défoncer la gueule, vous faire tuer mes fils, vous faire casser la gueule littéralement, os par os, vous faire perdre la mémoire, perdre votre capacité cognitive, je veux dire, on s'en relève pas, quoi. Mourir tout simplement. Je veux dire. Alors, je ne comprends pas, moi, cette indignation sélective, hein, je voudrais bien qu'on m'explique ce sens des priorités chez mes contemporains, hein, voilà, qui ont peur du corona, qui n'ont pas peur du grand méchant loup qu'on sort de prison systématiquement. Voilà. On nous dit, on lutte contre le corona, quitte à nous priver de nos libertés et nous priver de notre société, mais pourquoi on ne lutte pas contre le terrorisme? Est-ce que le terrorisme ne tue pas? Après le Bataclan, moi j'ai pas vu beaucoup de gens dans la rue pour demander la fermeture des frontières. Au moins face aux terroristes, c'est-à-dire on a continué à faire rentrer des terroristes en provenance du Moyen-Orient. Est-ce qu'on a demandé, j'ai pas vu des gens demander l'expulsion des fichiers S? L'établissement de centres de rétention spéciaux pour ça, je veux dire. Moi je ne rêve pas d'un bagne à Madagascar ou à Cayenne. Je dis tout simplement, j'essaie de mettre en relation la gravité de notre réaction, nos surréactions au corona, et j'essaie de porter la même gravité, la même surréaction face au terrorisme. Je veux dire, si par rapport à un petit virus chinois qui tue très peu, nous avons détruit la démocratie et la société, ou nous nous apprêtons à le faire, eh bien, je pense que par rapport à Al-Qaïda ou à ACMI ou à je ne sais qui, à Daesh, là, nous aurions pu faire au moins la même chose. Je veux dire, moi j'aurais bien aimé qu'on confine les multirécidivistes et les terroristes. Je veux dire, il n'y en a pas des masses quand même. Bon, on n'a pas fait ça. Donc je ne comprends pas cette génération qui a ce sens extraordinaire de l'indignation sélective et des priorités complètement inversées. Je veux dire. En fait, je comprends. Je le comprends si je prends l'hypothèse suivante. Cette génération est déjà soumise, elle vivait soumise. Elle vivait dans une démocratie factice où n'importe quel minable venait lui casser la gueule. Le terroriste, le délinquant. Elle vivait la tête baissée. Elle n'avait plus l'accès à certains territoires dits perdus. Les territoires perdus de la République, ce sont autant de blessures narcissiques pour n'importe quel citoyen. Même si vous vivez en Bretagne, au fin fond du Périgord, et vous n'allez jamais mettre les pieds à Vénissieux, ou je ne sais plus, à Vaux-en-Velin ou Val-Fouré, ces territoires-là, et je m'excuse auprès de leurs habitants, sont des blessures narcissiques pour vous tous, chers amis français. Parce qu'ils sont autant de territoires retranchés à votre liberté. Vous ne pouvez pas vous y rendre, vous ne pouvez pas y vivre, à moins de baisser la tête et d'accepter certains codes. Vous voyez, donc j'ai l'impression que cette génération qui vivait déjà soumise, la tête baissée, dans une démocratie complètement factice, qui était bombardée du matin au soir par un discours moralisant, un discours insupportable, millénariste, moi je suis écolo mais pas millénariste, cette génération qui vivait sous les injonctions de quoi penser, qui croire, qui détester, mais cette génération-là, en portant le masque, elle ne fait qu'officialiser sa soumission. Elle ne fait que prolonger son naufrage. Je veux dire, elle ne fait que le rendre public. Là, on ne fait plus semblant d'être libre. On ne fait plus semblant d'être fort, de bomber le torse devant l'État. Là, on s'écrase parce qu'on reconnaît notre condition de moins que rien. Ça me rappelle, et je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de faire cette digression et à la fois cette analogie, ça me rappelle la collaboration. Alors je prends 3 milliards
de guillemets, mais vous savez, la collaboration de Vichy n'était rien de plus, ou était aussi la prolongation pure et simple de l'esprit de Munich, de l'esprit des années 30, notamment du Front populaire, de l'esprit du pacifisme qui venait même des années 20. C'est-à-dire, on dit, on fait tout pour éviter, mais absolument tout pour éviter le retour de la guerre. Et donc, on baisse la tête. On passe d'une attitude noble, pacifiste, à une attitude soumise, sans s'en rendre compte. Parce que quand on est imbu de soi-même, et rempli de l'air vide, enfin de la vacuité, de la bien-pensance, on ne voit pas qu'on est devenu insoumis. On se croit encore le petit frère de Camus, ou de Richelieu, ou de Pascal, hein, alors qu'on est juste un soumis, un nul, un lâche. Bien, la collaboration instaurée dans les premiers mois de Vichy, c'était l'air du temps qui était là depuis une vingtaine d'années. Et je me dis aujourd'hui, le port du masque est la prolongation d'une vérité profonde, insupportable de notre génération, qui est une génération lâche. Moi, je le vois comment on se fait traiter par certaines entreprises multinationales, mais comme moins que rien. Notamment, je pense au secteur aérien, ou qui vous traite aujourd'hui comme si vous étiez les membres d'une expérience carcérale. Je veux dire, certaines compagnies vous imposent une expérience quasi carcérale pendant plusieurs heures. Enfin, certains aéroports sont devenus un énorme centre d'humiliation. Vous enlevez vos chaussures, vos chaussettes, vous mettez à poil dans des scanners, on vous sépare de vos enfants, de votre femme. Je trouve insupportable qu'on me sépare de ma femme dans une file d'attente. Je ne suis pas un macho méditerranéen, je suis musulman, je le revendique, j'en suis fier, mais je veux dire, voir ma femme rendue vulnérable par des hommes en uniforme, souvent d'ailleurs des agents de sécurité privée, ce qui est d'ailleurs hallucinant. Parce que moi, j'ai pas signé de pacte social avec telle ou telle boîte de sécurité privée. Moi, mon pacte social, il est avec l'État. Et seulement l'État. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc voir qu'on sépare les couples, qu'on sépare les enfants pour leur bien, pour lutter contre le terrorisme dans les aéroports, moi ça me révulse. Je suis pour le contrôle, mais qu'il soit fait par l'État et pas par des agents privés, et puis qu'il soit fait d'une manière, vous savez très bien, il y a X manières de faire les contrôles, on peut les faire de manière sans réduire le citoyen à moins que rien. Eh bien, je me dis que cette génération qui accepte ça, je prends l'exemple du transport aérien, mais il y a tellement d'exemples du monde privé où nous sommes traités comme des moins que rien, parce qu'on sait très bien qu'on ne résiste plus. Je ne dis pas seulement par la violence physique ou des coups, mais même par la... Nous ne résistons plus. Nous sommes tellement... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je voudrais juste poser une question en guise de conclusion. Moi, je remercie Dieu du fait que mon père soit mort en 2016. Je remercie Dieu de savoir que mon grand-père est mort en 93. Parce que mon père a pris une balle dans l'exercice de ses fonctions en 71. Mon grand-père a passé 4 ans chez les nazis dans un stalag dans l'ouest de l'Allemagne. Je veux dire, je vois mal ces hommes-là porter le masque aujourd'hui. Enfin, surtout pour une durée ad vitam aeternam. Je veux bien 15 jours, 1 mois, 2 mois, mais là, leur dire vous portez le masque parce que vous avez peur du corona, vous devez avoir peur du corona, mais ils vont vous rigoler. Ils ont vaincu Hitler. 4 ans dans un stalag. D'accord? Mon père, je ne vais pas rentrer dans la politique marocaine, mais il en a vu des vertes et des pas mûres, avec des générations qui ne savaient pas faire, je veux dire, des vrais warriors. Voilà, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé, c'est la question que je voulais poser, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, les enfants de ces hommes-là, les enfants, leurs descendants, soyons aussi lâches, aussi mous? Je n'appelle pas à la rébellion, je dis juste, comment en sommes-nous arrivés là, pour que nous soyons la dernière roue du carrosse, et pour que nous soyons aussi passifs devant le démantèlement de nos libertés. Pour conclure et protéger mes arrières, je dis tout simplement contre le masque, moi je ne suis pas médecin primo, secondo, mais même les médecins, vous savez, hein, beaucoup sont déshonorés pendant cette crise du corona, je ferme la parenthèse, mais je suis citoyen, et en tant que citoyen, j'ai le devoir de préserver ce qu'on a reçu en héritage, notre démocratie, notre société, et ma parole est aussi légitime que celle de quelqu'un qui veut lutter contre le corona. Lui, il lutte contre le corona, moi je veux lutter contre la mort de la démocratie et la mort de la vie. Je veux dire, sans lien social, sans société, nous mourrons. Nous sommes des animaux qui avons besoin du lien social. Donc ma parole est tout aussi légitime, voire plus, que celui qui veut lutter de manière obtuse, tel un ultra-comptable, un expert comptable des décès des coronas, contre ce genre de discours-là. Je n'appelle pas à la désobéissance civile, je dis tout simplement, les gars, mais réveillez-vous, exercez votre lucidité, parlez à vos élus et dites-leur, les gars,
lutter contre le corona, on veut bien, mais mettez-nous des délais et ne nous installez pas dans une transition qui n'a pas de terme. Vous savez, les grandes expériences autoritaires ne se sont pas installées comme étant l'entrée en enfer. On vous dit, c'est un passage, c'est le passage vers l'utopie. On nous envoie vers une utopie, on dit c'est une transition. Il s'avère dans le cas de la Russie, la transition a duré 70 ans, ça s'appelait l'URSS. Un cauchemar. Voilà, donc réveillons-nous. Voilà, chers amis, merci beaucoup pour votre fidélité à ce canal et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Au revoir.